Il existe une règle dans la diplomatie internationale qui semblait gravée dans le marbre, on ne peut pas exclure un membre fondateur d'un forum qu'on préside. C'est contraire au statut, c'est contraire aux usages. Et surtout, personne n'avait jamais essayé, jusqu'à Donald Trump. En novembre 2025, Trump annonce que l'Afrique du Sud ne sera pas invitée au sommet du G20 de Miami en 2026. Il efface ensuite toute référence à Pretoria sur le site officiel américain du G20, comme si le pays n'avait jamais existé. En avril 2026, le ministre des Finances sud-africain se voit refuser son accréditation pour la réunion des ministres du G20 à Washington. C'est la première fois dans l'histoire du forum que cela se produit. Et la réponse de Pretoria ? Le président Cyril Ramaphosa tient ferme. L'Afrique du Sud demeure inébranlable dans sa politique de non-alignement. Nous affirmons notre autonomie stratégique et notre souveraineté. Non-alignment. Autonomie stratégique, souveraineté. Ces mots ne sont pas anodins. Ils renvoient à une fracture profonde du monde contemporain, une fracture que cette crise entre Washington et Pretoria vient de rendre visible pour tous. Je suis le professeur Alexandre Delmas, et dans cette vidéo, nous allons décrypter ce que cette dispute diplomatique en apparence lointaine révèle sur la recomposition de l'ordre mondial et pourquoi elle concerne chacun d'entre vous, où que vous soyez. Pour comprendre l'ampleur de ce qui vient de se passer, il faut d'abord comprendre ce qu'est le G20 et ce qu'il n'est pas. Le G20 est né en 1999 dans le sillage des crises financières asiatiques. L'idée était simple. Les forums économiques existants, le G7, le G8, étaient trop étroits. Le monde avait besoin d'une table plus grande qui inclut les grandes économies émergentes. Chine, Inde, Brésil, Mexique, Afrique du Sud et une vingtaine d'autres pays. L'Afrique du Sud est l'un des membres fondateurs. Elle représente la seule économie africaine au sein du groupe, le seul pays d'un continent de 1,4 milliard de personnes, soit le plus peuplé du monde. C'est son siège. C'est sa légitimité. Et voici ce qui rend la décision de Trump si extraordinaire, analytiquement parlant. Il n'existe aucun mécanisme formel d'exclusion d'un membre du G20. Le forum fonctionne sur le consensus, la coopération, la présidence tournante. Il n'y a ni tribunal, ni vote d'exclusion, ni article de statut qui permettrait à un pays hôte de décider qui entre et qui reste dehors. Ce que Trump a fait, c'est donc quelque chose d'inédit dans l'histoire du multilatéralisme moderne. Il a utilisé le pouvoir du pays organisateur pour réinventer les règles du jeu en cours de partie. Et le symbole est d'autant plus fort que le sommet de 2026 se tiendra dans un complexe de golf appartenant à la famille Trump, le Trump National Doral, près de Miami. Ce n'est pas une anecdote. C'est un signal, mais alors pourquoi ? Qu'est-ce que l'Afrique du Sud a fait pour mériter ce traitement ? La réponse officielle de Trump est une histoire de génocide des Blancs. Et c'est là que l'analyse géopolitique devient complexe et qu'il faut être rigoureux. Trump a répété à plusieurs reprises que le gouvernement sud-africain persécutait les citoyens blancs, les fermiers afrikaners notamment, et qu'un génocide était en cours. Il a cité des attaques de fermes, des politiques de réforme foncière, des lois sur l'expropriation. Voici ce que nous savons avec certitude. L'Afrique du Sud est effectivement confrontée à un niveau élevé de criminalité violente, dont des attaques contre des fermes. Ces crimes touchent toutes les communautés, mais les fermiers, souvent blancs, vivent parfois dans des zones isolées vulnérables. Ce que nous savons aussi, le terme génocide est vigoureusement contesté par les institutions sud-africaines, par la grande majorité des experts internationaux en droits humains et par des organisations afrikaners elles-mêmes. Ramaphosa a qualifié les déclarations de Trump de désinformation. Aucune organisation internationale, ni l'ONU, ni la CPI, ne reconnaît l'existence d'un génocide en Afrique du Sud. Ce que nous savons enfin, Trump a accordé l'asile à des réfugiés blancs d'Afrique du Sud, les Boers, dans un geste hautement symbolique qui a profondément offensé Pretoria. Mais, et c'est là le point analytique essentiel, la dispute sur le génocide des Blancs n'est pas la vraie raison de la crise. C'est le prétexte. La vraie raison est géopolitique. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut rembobiner jusqu'aux côtes sud-africaines, en janvier 2026. Du 10 au 17 janvier 2026, une flotte de navires de guerre mouille au large du port de Simonstown, en Afrique du Sud. Ce sont des navires chinois, russes et initialement iraniens. Ils participent à un exercice naval conjoint baptisé Will for Peace 2026, organisé dans le cadre du bloc BRICS+, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud,
un bloc créé en 2009 pour donner une voix aux grandes économies émergentes dans un monde dominé par le G7 occidental. En 2024, le bloc s'est élargi. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Égypte, Iran, Indonésie ont rejoint ou sont en cours d'adhésion. La Russie et la Chine ont fait des BRICS le principal forum de leur stratégie de rééquilibrage de l'ordre mondial. L'objectif déclaré, construire un système multilatéral qui ne soit pas dominé par Washington. Un monde dans lequel le dollar américain ne serait plus la seule monnaie de réserve. Un monde où les règles seraient négociées entre égaux et non imposées par une seule superpuissance. Pour Washington, les BRICS sont donc devenus un problème stratégique majeur. Et l'Afrique du Sud, membre fondateur des deux forums, G20 et BRICS, se retrouve à l'intersection de cette bataille. Quand les navires russes et iraniens accostent dans les eaux sud-africaines pour les exercices Will for Peace, l'ambassade américaine à Pretoria envoie une lettre officielle de protestation. L'Iran est sous sanction de Washington. La Russie est en guerre en Ukraine. Que l'Afrique du Sud accueille leur marine dans ses ports envoie, pour Washington, un signal politique clair. Pretoria, sous pression, demandera finalement à l'Iran de se retirer des exercices. Mais les navires russes et chinois, eux, restent. Et l'ambassade américaine ne décolère pas. C'est dans ce contexte que Trump décide de ne pas se rendre au G20 de Johannesburg en novembre 2025. Il envoie J.D. Vance à sa place. Et il utilisera ensuite comme prétexte un désaccord protocolaire. Pretoria n'aurait pas remis formellement la présidence du G20 à un représentant américain lors de la cérémonie de clôture pour annoncer l'exclusion de l'Afrique du Sud de Miami. Pretoria conteste. Elle a bien transféré la présidence à un fonctionnaire de l'ambassade américaine, conformément au protocole habituel. La vérité, analytiquement, est que le prétexte protocolaire n'est qu'un prétexte. Ce qui est en jeu est beaucoup plus fondamental. Voilà le cœur de l'analyse. Ce que cette dispute entre Washington et Pretoria révèle, c'est une question que le monde entier va devoir affronter dans les années qui viennent. Qui décide encore de l'ordre mondial ? Pendant 70 ans, la réponse était relativement claire. Depuis 1945, les États-Unis ont été l'architecte de l'ordre international libéral, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, le GATT devenu l'OMC, l'OTAN, un système imparfait, contesté mais cohérent. Et au cœur de ce système, une idée, les règles s'appliquent à tous, même aux grandes puissances. Mais depuis une décennie, et de façon accélérée sous Trump, cette idée est mise à rude épreuve. Non seulement par la Chine et la Russie, qui contestent l'ordre américain de l'extérieur, mais par les États-Unis eux-mêmes, qui semblent de plus en plus prêts à contourner les règles multilatérales qu'ils ont contribué à créer. Exclure l'Afrique du Sud du G20, un membre fondateur de droit, c'est précisément cela, contourner les règles, et cette décision ne passe pas inaperçue. Il y a un concept géopolitique que vous allez entendre de plus en plus souvent dans les années qui viennent, le Sud global. Ce terme désigne les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient qui ne s'identifient ni au bloc occidental ni au bloc russo-chinois. Des pays qui cherchent à naviguer entre les puissances, à préserver leur autonomie stratégique, à ne pas choisir entre Washington et Pékin. L'Afrique du Sud en est l'un des symboles les plus importants. Elle a une histoire particulière avec ce concept de non-alignement, qui remonte au mouvement des non-alignés de la guerre froide, dont plusieurs pays africains étaient membres fondateurs. Et depuis la fin de l'apartheid, en 1994, Pretoria a construit sa politique étrangère sur ce principe. Ne pas être le vassal d'une grande puissance, dialoguer avec tout le monde, défendre une vision multipolaire du monde. C'est cette posture que Trump veut punir. Et en la punissant, il la renforce. En 2050, l'Afrique représentera 26% de la population mondiale, contre 17% aujourd'hui. C'est le principal moteur démographique du monde. Exclure le seul représentant africain du G20, c'est ostraciser le continent qui sera central au monde du milieu du siècle. Dans son discours sur l'état de la nation, Ramaphosa choisit ses mots avec précision. Il ne tempête pas. Il ne menace pas. Il dit simplement « L'Afrique du Sud reste un membre fondateur et à part entière du G20 ». Le statut du pays au sein du G20 n'est pas remis en question. Et il ajoute quelque chose de significatif. Pretoria maintiendra les canaux d'engagement ouverts malgré les tensions diplomatiques. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Ramaphosa sait que le rapport de force n'est pas en sa faveur face à Washington. Mais il sait aussi que dans un monde de plus en plus multipolaire, l'Afrique du Sud a quelque chose que peu de pays ont, la capacité à parler à tout le monde simultanément.
Derrière la dispute diplomatique, il y a 3 enjeux structurels que les médias n'ont généralement pas le temps d'expliquer. Le G20 tire sa légitimité du fait qu'il réunit les 20 plus grandes économies du monde, représentant environ 85% du PIB mondial, 80% du commerce international, les 2/3 de la population mondiale. Si l'Afrique du Sud est exclue, ce n'est pas seulement Pretoria qui est absente. C'est l'Afrique entière qui perd sa voix dans le forum économique le plus important du monde. Et si Washington peut exclure unilatéralement un membre, pourquoi pas d'autres ? L'Inde, qui refuse de condamner la Russie sur l'Ukraine ? Le Brésil, sous Lula, qui s'est rapproché des BRICS ? La Chine, qui conteste l'hégémonie du dollar ? L'Afrique du Sud l'a dit clairement, un G20 sans nous pourrait manquer de légitimité. Ce n'est pas une menace à vide. Si d'autres membres, notamment les pays du Sud global, refusaient de participer à Miami en solidarité, le sommet deviendrait un club occidental élargi. Le G20 cesserait d'être ce qu'il est censé être. Parallèlement à l'exclusion du G20, Trump a imposé des droits de douane de 30% sur les produits sud-africains, les plus élevés imposés par Washington à un pays d'Afrique subsaharienne. L'Afrique du Sud bénéficiait jusqu'alors de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, qui lui donnait un accès préférentiel au marché américain pour des centaines de produits. Ces droits de douane punissent une économie déjà fragilisée. L'Afrique du Sud est confrontée à un chômage structurel massif, près de 32% officiellement, l'un des plus élevés du monde. Les coupures d'électricité chroniques, load shedding, ont paralysé l'industrie pendant des années. Et la réforme foncière en cours crée des incertitudes pour les investisseurs. Mais voici le paradoxe. En frappant économiquement l'Afrique du Sud, Trump pousse Pretoria davantage vers la Chine, qui est déjà son premier partenaire commercial, et vers les BRICS. C'est exactement l'inverse de ce qu'une stratégie d'influence américaine devrait rechercher. Le projet le plus ambitieux et le plus menaçant pour Washington des BRICS est celui d'une monnaie alternative, ou d'un système de paiement qui contourne le dollar américain. Pour l'instant, ce projet reste embryonnaire. Les BRICS sont trop hétérogènes économiquement pour s'entendre sur une monnaie commune. Mais la direction est clairement posée, et l'Afrique du Sud, en tant que membre des BRICS, en tant que pays hôte d'exercices navals conjoints avec la Russie, la Chine et l'Iran, devient un rouage de cette stratégie de rééquilibrage. Washington le comprend, et c'est pourquoi cette crise n'est pas seulement une querelle diplomatique entre deux pays, c'est un épisode de la grande bataille pour savoir qui écrira les règles du monde dans les 20 prochaines années. Le 15 décembre 2025 s'ouvre la première réunion des Sherpas du G20 sous présidence américaine, ses représentants chargés de préparer le sommet des chefs d'État. Zein Dangor, le Sherpa sud-africain, n'a pas reçu d'invitation. Il ne forcera pas l'entrée, mais Pretoria a envoyé une lettre officielle à tous les autres membres du G20, leur demandant de faire de cette exclusion un sujet central de la réunion. Tous les autres Sherpas nous soutiennent, dira Dangor. Ce n'est pas anodin. Ce soutien tacite des autres membres du G20, y compris des alliés de Washington comme l'Inde et le Brésil, envoie un message. La méthode Trump inquiète même ses partenaires. 3 scénarios sont possibles pour la suite. Je vais vous les présenter clairement, en précisant lequel me paraît analytiquement le plus probable. Washington maintient la pression. Droits de douane, exclusion du G20, gel des aides. L'économie sud-africaine, déjà fragilisée, n'y résiste pas. Ramaphosa finit par faire des concessions symboliques. Distanciation partielle des BRICS militaires, condamnation formelle de la Russie sur l'Ukraine, en échange d'un retour à la table du G20. C'est le scénario que souhaite Trump. C'est aussi le moins probable pour une raison simple. La politique intérieure de Ramaphosa ne lui permet pas de se soumettre publiquement à Washington sans perdre sa base électorale. En Afrique du Sud, l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994, a une histoire profondément liée à la lutte anticoloniale et à la solidarité du Sud global. Capituler face à Trump serait politiquement suicidaire. La crise reste à son niveau actuel. L'Afrique du Sud participe au G20 de Miami de façon réduite, ou sous un statut ambigu. Les droits de douane restent en place. Pretoria continue à dialoguer avec tout le monde, BRICS, UE, Union africaine, sans choisir de camp. La tension est gérée mais pas résolue. C'est le scénario le plus probable à court terme. Il correspond à la posture historique de l'Afrique du Sud. L'art du non-alignement, naviguer sans trancher. La punition de Pretoria convainc d'autres pays du Sud global que le multilatéralisme occidental ne les protège pas. D'autres membres du G20, Inde, Brésil, Turquie, se rapprochent davantage des BRICS. Le G20 se fragmente en 2 blocs de facto. Et les institutions multilatérales, FMI, Banque mondiale,
OMC, voient leur légitimité contestée de l'intérieur. Ce scénario est le plus lent, le plus structurel et potentiellement le plus transformateur. Ce n'est pas une rupture soudaine, c'est une érosion progressive. Vous vivez en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Peut-être au Cameroun, au Sénégal, au Maroc. Cette crise vous concerne pour 3 raisons concrètes. Première raison, l'Afrique est votre voisinage. Pour l'Europe, l'Afrique est le continent voisin. Migration, investissement, sécurité, énergie. L'architecture des relations entre l'Afrique et le reste du monde se joue en partie maintenant. Et si l'Afrique du Sud perd sa voix dans les forums mondiaux, c'est l'Afrique entière qui est marginalisée. Deuxième raison, la question des règles internationales. Si Washington peut exclure unilatéralement un membre fondateur du G20, quelles autres règles peuvent être brisées ? Le respect du droit international, des traités, des institutions multilatérales et la garantie, imparfaite, fragile, mais réelle, que les pays de taille moyenne et petite ont une protection face aux grandes puissances. Fragiliser ce système, c'est fragiliser tout le monde. Troisième raison, la recomposition du monde que vous allez habiter. Vos enfants vivront dans un monde multipolaire. C'est une certitude géopolitique. La question est de savoir si cette multipolarité sera organisée autour de règles communes ou dans un rapport de force brute où les plus forts imposent leurs conditions. Ce qui se passe entre Washington et Pretoria est un des épisodes de cette question fondamentale. Revenons à notre question de départ. Que révèle vraiment la crise entre Trump et l'Afrique du Sud ? Elle révèle 3 choses. Premièrement, que le non-alignement, la capacité d'un pays à refuser de choisir un camp dans une rivalité de grande puissance, est devenue de plus en plus difficile à maintenir. Trump le dit explicitement, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. L'Afrique du Sud a choisi de résister à cette injonction. Elle paie le prix. Deuxièmement, que les institutions multilatérales, construites après 1945 pour éviter que les rapports de force brute ne gouvernent le monde, sont sous pression simultanément de l'intérieur et de l'extérieur. Ce n'est pas seulement la Russie ou la Chine qui les contestent. C'est Washington elle-même, qui contourne les règles qu'elle a contribué à créer. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, l'Afrique arrive. En 2050, un humain sur 4 sur cette planète sera africain. Le continent qui sort des marges de la géopolitique mondiale y entre comme acteur central. Ce que Trump fait à l'Afrique du Sud aujourd'hui sera lu dans 20 ans comme un symptôme ou comme un tournant. Cela dépendra de comment le reste du monde, et l'Afrique elle-même, répondra. La géopolitique n'est pas un spectacle. C'est le terrain sur lequel se joue le monde dans lequel vous vivez. Comprendre ces mécanismes, c'est vous donner les moyens de l'habiter lucidement et pas seulement de le subir. C'est la raison d'être de cette chaîne. Je suis le professeur Alexandre Delmas. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui suit l'actualité africaine ou qui pense que la géopolitique africaine ne le concerne pas encore. Bientôt, il n'aura plus ce luxe. À très bientôt.